Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Une édition spéciale puisque dans un instant nous irons à l'Elysée pour une interview en direct de Nicolas Sarkozy. Le président de la République devrait s'expliquer notamment sur le rythme et le contenu des réformes. Vers une libération conditionnelle de Bertrand Cantat, le parquet ne s'y est pas opposé à l'audience. Le chanteur sera fixé sur son sort le 15 octobre prochain. Un virage pour l'agriculture. Le gouvernement prépare un gel des cultures OGM. C'est ce qu'indique le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo. Les céréaliers s'alarment. José Bové se félicite. Le manifeste émouvant d'une comédienne pour une mort choisie à 67 ans. L'actrice Maya Simon, atteinte d'un cancer, est allée finir ses jours en Suisse où le suicide assisté est autorisé. Nous entendrons son témoignage. Enfin, l'adieu à Jacques Martin s'est transformé en hommage populaire. Quelques 5000 personnes l'ont applaudi pour ses obsèques à Lyon, en présence notamment de Cécilia Sarkozy, l'une de ses ex-épouses. Avant de développer ces titres, donc direction l'Elysée pour cette première grande interview de Nicolas Sarkozy depuis la rentrée et le lancement des dernières réformes. Ce sera dans une douzaine de minutes sur France 2 et TF1. Bonsoir Arlette Chabot. Bonsoir. Vous allez interroger le président de la République avec Patrick Poivre d'Arvor et les sujets ne vont pas manquer. Oui, effectivement, vous avez pu remarquer, parce qu'on l'a beaucoup dit, on a beaucoup traité tous ces thèmes depuis 2 jours. Le président de la République a annoncé toute une série de réformes, une espèce de tourbillon en 48 heures, sur des sujets qui touchent évidemment toute la vie des Français, le salaire, le pouvoir d'achat, la réforme de la fonction publique, les retraites, bien sûr, les régimes spéciaux, avec un calendrier assez court ou plus long, en tout cas des tâches et des missions précises données aux ministres et au gouvernement. Alors, il nous dira, bien sûr, et il nous donnera des précisions sur ces réformes qu'il veut engager très vite, et puis on l'interrogera bien sûr sur d'autres sujets. Je parlais du gouvernement, justement, quel est le rôle des ministres, quel est le rôle du Premier ministre qui serait un peu marri d'être tenu à l'écart et un peu trop silencieux, et puis les autres sujets, le vote de la nouvelle loi sur l'immigration, bref, beaucoup de sujets, et vous l'avez dit, je crois qu'il y a la volonté de la part du président de la République de mettre un peu tous ces projets en perspective et de montrer quelle est son ambition pour la France, pour les Français, avec un objectif numéro 1, c'est la croissance, et à quel délai, dans quel délai, tous ces projets pourront aboutir et, comme il le veut, changer la France. Donc on se retrouve effectivement dans une dizaine de minutes. Merci Arlette, vers 20h10 effectivement. Alors on évoquait la réforme des régimes spéciaux. Eh bien, les discussions se sont poursuivies aujourd'hui au ministère du Travail. Xavier Bertrand a reçu la direction de la Comédie Française qui bénéficie de régimes spéciaux et aussi de la RATP. La RATP, c'est important, dont les syndicats ont décidé de ne pas s'associer pour l'instant à la grève des cheminots qui est finalement prévue pour le 18 octobre et non pas le 17. Bertrand Cantat, condamné pour avoir provoqué la mort de Marie Trintignant, a donc toutes les chances de bénéficier d'une libération anticipée le mois prochain. Un débat contradictoire avait lieu aujourd'hui sur le sujet et le parquet ne s'est pas opposé à cette libération. La décision sera rendue le 15 octobre. Dominique Verdaillan, Olivier Combes. Sortir de prison le plus discrètement possible, c'est l'ambition de Bertrand Cantat. Pour son avocat, rien ne s'oppose à sa libération. Redevenu libre, Bertrand Cantat ne gommera pas son crime. S'il sort prochainement, il portera toujours en lui sa culpabilité, sa responsabilité, et que ce sera la principale sanction à son encontre. À Muret, les surveillants de prison ne tarissent pas d'éloges pour le chanteur. Il parle même d'un détenu modèle. Il n'a pas joué de son statut, entre guillemets, de star, quoi, tout simplement. Donc c'est un détenu à part entière qu'on croise tous les jours, bonjour, bonsoir. Il fait pas... Il pourrait, comme certains l'ont fait, jouer sur sa popularité, mais ça n'a pas été le cas. Protéger l'image, protéger la mémoire de Marie Trintignant. C'est désormais le combat de sa mère. Alors Nadine écrit au juge pour dire son incompréhension devant une justice qui condamne, puis qui un jour libère. En 2003, elle avait écrit un livre pour dire le sentiment que lui inspire le chanteur. Je suis convaincu que ton meurtrier t'a battu avant ce sale samedi. Oh pardon, ma fifi battue, je n'ai pas compris, je le hais. Un choix difficile pour le juge d'application des peines. Quelle que soit sa décision, il ouvrira d'autres blessures dans la famille Cantat ou dans la famille Trintignant.
En bref, à propos de justice, l'un des plus hauts magistrats de France épingle Rachida Dati, la garde des Sceaux. Philippe Bilger, avocat général à la Cour d'appel de Paris, estime qu'elle n'a pas été choisie pour sa compétence, mais parce qu'elle est une femme, un symbole et le chouchou du couple présidentiel. Fin de citation, une déclaration faite sur le site internet du Nouvel Observateur. Pas de réaction pour l'instant de l'intéressé. Si la décision est confirmée, ce serait une rupture. La culture et la vente des OGM pourraient bientôt être interdites en France, sauf pour les travaux scientifiques. C'est ce qu'indique le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo. Une annonce qui a provoqué de vives réactions des céréaliers. Nicolas Châteauneuf, Claire-Marie Denis. Michel Barnier hué, sifflé par des agriculteurs très remontés. Une bronca déclenchée par un article du Monde. Selon nos confrères, le gouvernement s'orienterait vers la fin des cultures OGM en plein champ. L'information n'est pas confirmée par le ministère de l'Environnement de Jean-Louis Borloo, mais les agriculteurs accusent le coup. On nous aurait planté un couteau dans le dos, ça ne nous aurait pas fait plus mal. Pris de court, le ministre de l'Agriculture tente bien de calmer le jeu. Quelles que soient les discussions et les paroles de tel ou tel ministre qui peut s'exprimer, qu'aucune décision sur ce sujet comme sur les autres du Grenelle n'a été prise aujourd'hui. Cette question n'est pas tranchée. Actuellement en France, un seul maïs génétiquement modifié est autorisé en plein air, le Monsanto 810, destiné à l'alimentation animale. 22 000 hectares sont cultivés, moins de 1% du maïs français. Avec un risque, celui de dissémination des gènes aux cultures voisines. Les associations écologistes réclament donc depuis longtemps l'interdiction des cultures en plein champ. Nous avons nous-mêmes prouvé à travers des études scientifiques qu'on ne contrôlait pas la toxicité de ce type de maïs, donc il faut absolument arrêter pour l'instant et puis étudier. Demain, écologistes et agriculteurs devraient se réunir une dernière fois dans le cadre du Grenelle de l'environnement, mais ces derniers menacent de ne pas s'y rendre. Le geste désespéré d'une Chinoise sans papier, elle s'est grièvement blessée en sautant du premier étage cet après-midi à Paris à l'arrivée de la police. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, les forces de l'ordre étaient venues interroger le propriétaire des lieux dans une affaire de vol. Présente sur place, la jeune femme aurait pris peur. Elle a bien sûr été hospitalisée et une enquête est en cours. Toujours à propos d'immigration, l'Assemblée nationale a adopté la nuit dernière le projet de loi qui durcit les conditions du regroupement familial, y compris l'amendement qui instaure à titre expérimental le recours au test ADN pour prouver une filiation. Le texte va maintenant être discuté au Sénat. Elle s'appelait Maya Simon, elle était comédienne, âgée de 67 ans, et son geste relance aujourd'hui une fois encore le débat sur l'euthanasie. L'actrice atteinte d'un cancer a choisi d'aller mourir en Suisse, où le suicide médicalement assisté est autorisé. Auparavant, elle avait accordé un entretien poignant à nos confrères de RTL pour expliquer sa démarche. Nathalie Sapena, Diane Richard. Vos parents sont vivants. Maya Simon, c'est elle, une actrice ici filmée en 1998. Aujourd'hui, elle fait l'actualité avec sa mort. Elle s'est suicidée hier en Suisse pour s'épargner la dégradation d'un cancer en phase terminale. Elle a expliqué sur une radio quelques jours avant sa mort. Je sens que j'arrive à la limite, c'est-à-dire que je m'étouffe, que je ne peux plus beaucoup sortir et qu'il y a plein d'autres choses qui se dégradent. Et je pense que c'est le bon moment. Le bon moment pour aller à Zurich, où l'association Dignitas aide chaque année une dizaine de Français à mourir, conformément à la loi suisse. Au lieu d'attendre la mort d'une manière passive, puisque j'ai encore de l'énergie, j'organise mon dernier voyage avec ma famille et mes amis. Donc, comme nous n'avons pas la possibilité d'accomplir cette chose en France, je suis obligée de partir à l'étranger. Comme cette Française que nous avions filmée il y a 5 ans, Maya Simon a avalé une dose mortelle de barbiturique. Un geste qu'elle a médiatisé et qui relance le débat 2 ans à peine après le vote d'une loi sur la fin de vie qui interdit toujours l'euthanasie et qui est défendue par une partie des médecins. On ne tue pas le patient, par contre, on peut laisser la mort survenir d'une part, ce qui est totalement différent. Laisser survenir la mort ou tuer le patient, c'est complètement différent. Et l'autre élément qui est très important, c'est que de toute manière, on accompagne toujours le patient dans son confort et dans sa qualité de vie. Le problème, c'est que la France manque cruellement d'unités de soins palliatifs.
Économie, un nouveau record pour l'euro, toujours plus haut. La devise européenne a passé la barre de 1,40 $ et même jusqu'à 1,41 $ pour ceux qui souhaitent aller passer des vacances aux États-Unis. C'est le moment. Mais rappelons que la France regrette, elle, ce très haut niveau qui pénaliserait la compétitivité de ses entreprises à l'exportation. Une image de Dominique Strauss-Kahn qui achève ses entretiens pour tenter d'être désigné à la direction du Fonds monétaire international, le FMI. Il a été auditionné aujourd'hui par les administrateurs de l'institution à Washington et il a livré une précision intéressante. S'il est élu, il s'engage à occuper sa fonction pendant toute la durée de son mandat, c'est-à-dire 5 ans. Les calculs sont vite faits. Si c'était le cas, il ne pourrait pas revenir dans le jeu politique français avant la présidentielle de 2012. Le vote aura lieu le 28 septembre. À l'étranger, un fait divers qui passionne l'Amérique et qui l'a fait s'interroger à nouveau sur le racisme. Des milliers de manifestants ont défilé en Louisiane pour soutenir 6 jeunes noirs inculpés après l'agression d'un lycéen blanc. À l'origine du différend, un arbre dans la cour d'un lycée dont l'ombre était, semble-t-il, interdite aux élèves de couleur. Alain Chalvron, Ariel Monoge aux États-Unis. Tous les médias américains sont focalisés sur une petite ville de Louisiane, Jena. 3000 habitants, théâtre d'une histoire digne des années 60 qui lui vaut aujourd'hui de rassembler des milliers de manifestants venus de tout le pays. Une histoire d'arbre. Cet arbre, planté devant l'école, son ombre était réservée depuis toujours aux Blancs. Jusqu'à ce que, il y a un an, 3 élèves noirs décident que l'ombre est à tout le monde. Les Blancs n'apprécient pas. Le lendemain, 3 cordes à nœuds coulants sont suspendues à une branche. Un geste qui rappelle trop les pratiques du Ku Klux Klan et les violences des années 50-60. Et oui, ce n'est pas comme si on était dans les années d'après-guerre. On est aujourd'hui en 2007 et trop, c'est trop. Je veux qu'on nous laisse tranquille, que tout le monde fiche le camp d'ici, c'est tout. À Jena, les incidents se multiplient. L'école est incendiée, des bagarres éclatent. Des blancs contre des noirs contre des blancs. Un jeune blanc est même sérieusement passé à tabac. Ces 6 agresseurs sont inculpés de tentative de meurtre, rien de moins. L'un d'entre eux, Michael Bell, 17 ans, est condamné en décembre et maintenu en prison, bien que son arrêt ait été cassé en appel. Il est aujourd'hui rejugé, d'où ces manifestations et ces menaces. En attendant, l'arbre de la discorde a été coupé un peu tard. En France, l'adieu à Jacques Martin, sous vos applaudissements, c'était sa formule favorite. Eh bien, elle a inspiré les 5000 personnes et plus qui s'étaient rassemblées autour de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Parmi les personnalités, des anciens complices, Stéphane Collaro, Pierre Bonte, mais aussi Cécilia Sarkozy, l'une de ses ex-épouses, Virginie Fichet, Thierry Monnier sur place. Soudés dans l'épreuve, les enfants de Jacques Martin l'ont accompagné main dans la main, jusqu'à son ultime demeure. Ne soyez pas trop triste, dira David, l'aîné, dans son dernier adieu. Les 5000 personnes massées devant la cathédrale l'ont entendu. Quel souvenir vous allez garder en priorité? Sa joie de vivre. Il voulait reposer dans sa ville natale. Ses complices des débuts, ses amis de toujours, ont donc fait le déplacement jusqu'à Lyon. Pour moi, il restera éternellement mon ami et celui qui m'a aidé à faire la carrière que j'ai faite. Personne n'a innové comme lui a innové, n'a improvisé comme lui a improvisé et n'a aimé le public comme lui l'a aimé et l'a respecté. Accompagné de Cécilia Sarkozy, son ancienne épouse, Jacques Martin est parti, comme il avait vécu, sous les applaudissements. Football, Lyon a perdu face à plus fort que lui hier soir pour son entrée en lice dans la Ligue des Champions. 3-0 face à Barcelone avec un football champagne des Catalans. 2 buts signés Messi, celui-ci le deuxième est un modèle de construction. Thierry Henry, ici, a également marqué. En Coupe de l'UEFA, sachez que Lens a concédé le match nul 1-1 face à Copenhague. Une dernière information en bref, il était beaucoup question de remaniement ces derniers jours. Eh bien, on apprend que la jeune navigatrice Maude Fontenoy pourrait faire son entrée dans ce gouvernement en tant que secrétaire d'État à la jeunesse. Il est maintenant 20h. Monsieur le Président, bonjour, au nom d'Arlette Chabot et de moi-même. Bonsoir. Merci de nous accueillir donc au nom de France 2, de France 24, de TV5 Europe et de TF1. Il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers jours, de nombreux chantiers ouverts, parfois de quoi donner un peu le tournis aux syndicats
et aux formations politiques. Mais j'imagine que les Français ont surtout envie d'entendre des choses extrêmement concrètes de leur part et nous allons essayer avec Arlette de relayer leurs questions. Alors tout d'abord sur les régimes spéciaux que vous avez abordés hier, ces régimes spéciaux de retraite. D'abord, quel calendrier vous donnez? Et puis, est-ce que vous allez tenir compte de la spécificité et de la pénibilité de certains de ces régimes? Écoutez, moi j'ai été élu par les Français pour trouver des solutions aux problèmes de la France. On ne m'a pas élu pour commenter les problèmes de la France. On m'a élu pour trouver des solutions à des problèmes qui sont pendants depuis des années. Et parmi ces problèmes, il y a la question du financement de nos régimes de retraite. Les Français veulent être assurés que leurs retraites seront financées, qu'ils pourront partir à la retraite. Alors il y a des décisions qui n'ont pas été prises toutes ces années passées, mais il faut les prendre. Tranquillement, simplement, c'est le cas de ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Les cheminots, les agents de la RATP, les gaziers, les électriciens. Je veux dire deux choses aux Français. D'abord, il ne faut pas stigmatiser ces catégories de Français. Ils ne sont pas coupables. Il y avait une raison quand même pour laquelle il y a un régime spécial. D'abord, il y a la pénibilité de leur travail. Ensuite, il y a l'histoire des luttes sociales dans notre pays. Ça compte. Et lorsqu'ils ont été embauchés à la RATP, EDF, à Gaz de France, à la SNCF, ils ont trouvé un régime. Il s'agit d'un statut. Il ne s'agit donc pas de les accuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas des privilégiés, comme disent certains. Ah, pour moi, non. On n'est pas privilégiés parce que c'est des petits salaires et ce sont des boulots qui sont difficiles. Et je veux d'ailleurs dire une chose, c'est que je n'ai pas oublié l'attitude de ces fonctionnaires. Lors de la tempête de 1999, on était bien content de les trouver, les électriciens, lorsque tout s'était effondré. Et je n'ai pas oublié le courage des agents de la RATP lorsqu'il y a eu les émeutes de 2005 et qu'il fallait, pour aller chercher les gens au domicile pour aller à leur travail, conduire les bus dans des quartiers où il y avait des émeutiers. Donc, ce sont des femmes et des hommes que je respecte, qui ne doivent pas être accusés parce qu'ils ont hérité d'un système ou d'un statut, mais il se trouve qu'il y a un problème majeur dans notre pays, c'est que tous les salariés du privé doivent cotiser 40 années pour avoir leur retraite, depuis 1994, M. Balladur. Tous les salariés du public doivent cotiser 40 ans pour avoir leur retraite. C'est la réforme qu'a engagée Jean-Pierre Raffarin avec François Fillon. Et les seuls sur lesquels il n'y avait pas eu cet effort de fait, ce sont les régimes spéciaux. Ils sont à 37,5 à peu près. Qui sont à 37,5, et je propose de les aligner sur le régime général de la fonction publique. Et chacun doit comprendre qu'il n'y a aucune raison qu'un métallo, qu'un ouvrier du textile ou qu'un salarié du privé cotise 40 années, quand les autres cotisent 37 années. Et en combien de temps l'étalement? Alors, ça c'est, on va en négocier de ça. Donc ça c'est le principe, et je le dis, je ne céderai pas sur ce principe, parce que c'est un principe d'équité. On ne peut pas dire à des millions de Français, vous devez cotiser 40 ans, il y a quelques millions d'autres, vous devez cotiser 37 années et demie, même si on doit tenir compte de la pénibilité. Alors, même s'il y a du monde dans la rue, même s'il y a des grèves? Non, mais qu'il y ait des grèves, c'est un droit constitutionnel. On peut pas empêcher les gens de faire grève. Mais moi, je veux essayer de faire des choses de la façon la plus juste. Je leur dis donc à ces catégories de Français, premièrement, votre statut particulier, vous le conserverez. Deuxièmement, le gouvernement est prêt à discuter assez largement du temps qu'il faut pour arriver aux 40 années. Par exemple, pour le régime général de la fonction publique, il avait été indiqué qu'il fallait 5 ans. On peut en discuter de tout cela. Ce sur quoi on ne peut pas transiger, c'est le principe d'égalité, d'équité. Tout le monde doit cotiser 40 ans. Voilà. Alors je le dis très simplement, très calmement. Je le dis en ayant parfaitement conscience de l'effort qu'on leur demande, de la difficulté que ça représente. Je pense d'abord, si c'était facile, les autres gouvernements l'auraient fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'était compliqué. Ça s'est mal passé une fois en 1995, je veux dire, il y a une tentative, ça s'est mal passé. Est-ce que vous pensez que cette fois, les esprits sont davantage ouverts, prêts à accepter, que ce soit d'ailleurs l'opinion publique, qui semble assez prête selon les enquêtes d'opinion, voire ceux qui bénéficient de ce régime? Oui, mais moi je ne veux pas monter une partie de l'opinion contre eux, parce que ça serait injuste. Je dis aux cheminots, aux agents de la RATP, aux gaziers, aux électriciens, et à tous les autres, que je fais confiance à leur honnêteté. On leur garantit le respect de leur statut particulier. Mais ils doivent comprendre qu'il ne peut pas y avoir pour les Français deux catégories de Français,
ceux qui cotisent 40 années et ceux qui cotisent 37 années et demie. Voilà, la négociation s'ouvre. Elle va s'ouvrir au niveau confédéral. Xavier Bertrand, avec la coordination naturellement du Premier ministre François Fillon, engage les discussions, a déjà commencé, et je souhaite que très rapidement ça parte entreprise par entreprise pour tenir compte de la spécificité des statuts et de la pénibilité des métiers. Et pour la grève, négociation à la fin de l'année. Bien sûr, à la fin de l'année. Mais écoutez, Arlette Chabot, ça fait 20 ans qu'on parle de tout ça. Ça fait 20 ans que tous les gouvernements regardent ce problème et le laissent de côté tranquillement. Bon, les Français m'ont élu pour trouver des solutions, je trouverai des solutions. J'ajoute que parce qu'on aura fait cela, on pourra, dès 2008, poser la question difficile de l'amélioration des petites retraites. Il y a quand même 3 millions de retraités qui sont en dessous du minimum vieillesse, ce n'est pas admissible. Et la question encore plus difficile des pensions de réversion, c'est-à-dire des veuves qui se retrouvent avec 52% d'une petite retraite, ça ne fait pas grand-chose. Donc j'essaie de conduire une politique juste. Et je pense que ce que j'ai proposé aux organisations syndicales, c'est juste. Et ils trouvent que le calendrier sera difficile à tenir. Pour eux, ça leur paraissait même impossible. Écoutez, impossible. S'il s'agit de mettre quelques semaines de plus, mais bien sûr qu'on les mettra. Mais il y a quelque chose qu'il faut bien qu'on comprenne. Je ne transigerai pas sur l'affaire des 37 années et demie de cotisation qui doit passer à 40. Nous négocierons tant qu'il le faut, sur le temps pour y arriver, sur les statuts particuliers, sur la pénibilité. Je n'accepterai pas qu'on désigne une catégorie de fonctionnaires comme étant coupables. Ils sont coupables de rien. Le cheminot de la SNCF, quand il a été embauché, pas un gros salaire, et puis il a trouvé ce statut, il ne s'agit pas d'accuser personne, il s'agit de trouver les moyens de financer un régime qui a besoin qu'on travaille plus longtemps pour pouvoir être financé. Comme on vit plus longtemps, si on ne cotise pas plus longtemps, c'est pas possible de le financer. Pour la grève qui est d'ores et déjà annoncée dans un mois tout juste, est-ce que vous allez mettre en place ce fameux service minimum que vous aviez annoncé pendant la campagne? Bien sûr, il y a une loi, elle doit s'appliquer. La grève, écoutez, s'il y a des problèmes, on les affrontera. Mais enfin, moi j'ai été élu, et vous savez, j'ai dit une chose, c'est que pendant toute la campagne, j'ai pas menti, moi. J'ai dit que la question des régimes spéciaux de retraite se posait. Personne ne peut dire qu'il est pris en traître. Personne ne peut dire que c'est un engagement que je n'ai pas tenu. Je suis en train de tenir un engagement que j'ai pris. C'était pas facile. J'ai dit avant l'élection à tous les titulaires de régimes spéciaux, écoutez, si je suis élu président de la République, vous cotiserez 40 années comme tous les autres Français. Pas plus, mais pas moins. Je l'ai dit avant l'élection. Qui pourrait comprendre qu'après l'élection, je ne le fasse plus? Mais plus généralement, pour les autres fonctionnaires, vous leur avez dit hier, vous êtes formidable, mais votre statut est obsolète. Est-ce que vous pensez que ce pays est rouillé et qu'il est victime de trop d'immobilisme? Écoutez, là aussi, oui, je pense profondément que les fonctionnaires sont formidables et qu'on n'en parle pas bien des fonctionnaires. Je n'aime pas la façon dont on parle des fonctionnaires de notre pays. On oppose les uns aux autres. Ce n'est pas ma conception de la nation. Et là encore, je voudrais qu'on arrête de parler des statuts, des catégories, et qu'on parle des femmes et des hommes. Je voudrais prendre des exemples. Il n'y a pas de mobilité dans la fonction publique. Quand votre mari ou votre épouse a un nouveau poste, vous ne pouvez pas passer de la fonction territoriale à la fonction d'État. Vous ne pouvez pas changer de métier. Il n'y a pas de formation continue. Il y a la maladie des concours et des examens. Pour progresser, alors prenez la mère de famille de 42 ans qui a 2 enfants et qui travaille toute la journée. Pour progresser, elle doit passer des concours et des examens extrêmement difficiles. Moi je dis le mérite, la valorisation de l'expérience, ça compte. On va leur donner un coup de main. On va améliorer la qualité du travail. Le salaire au mérite, par exemple, il y en a dit, un prof, comment on évalue le mérite d'un prof? Ah bon, écoutez, tous les Français savent bien que dans les écoles, il y a la maîtresse ou le professeur que tout le monde réclame parce qu'il est celui dont on sait parfaitement qu'il donne encore plus aux enfants. Moi, je ne dis pas qu'il faut enlever à qui que ce soit qui fait juste son travail, mais il n'est pas anormal qu'on reconnaisse la performance dans le secteur public comme dans les autres. Je voudrais qu'on arrête un enseignant qui veut aller emmener sa classe au théâtre, faire une sortie, montrer la nature à ses élèves. C'est une débauche d'énergie considérable pour prendre une initiative. Moi, je veux qu'il soit valorisé. Je souhaite que dans chaque établissement, on donne un minimum d'autonomie, que les enseignants ne soient plus notés sur leur capacité à appliquer la dernière circulaire du dernier ministre, mais sur leur capacité... Ah oui, c'est certainement moins de circulaires, sur leur capacité à apprendre à lire, écrire, compter
à nos enfants. Je veux poser la question de la qualité du travail des fonctionnaires, y compris de leur rémunération. Regardez les heures supplémentaires. Mais quelque chose que j'ai appris, c'est extraordinaire. Savez-vous que dans la fonction publique, les heures supplémentaires sont moins bien payées que les heures normales? Et qu'il y a des secteurs où on n'a même pas le droit de faire des heures supplémentaires. Prenez l'exemple d'une mairie. Après tout, c'est pas absurde que les services publics soient ouverts le samedi quand les gens sont disponibles pour aller dans les services publics. Eh bien, je souhaite qu'un fonctionnaire qui fasse des heures supplémentaires soit payé sur ces heures supplémentaires. Regardez à l'hôpital, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Des dizaines de milliers d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées aux infirmières, aux agents hospitaliers. Il faut régler ce problème. Alors comment on va le régler? Soit en permettant de transformer du temps libre que les gens ne peuvent pas prendre en pouvoir d'achat, soit en permettant de transformer ce temps libre en années de cotisation retraite. Mais je veux que tous ceux qui ont travaillé plus aient une rémunération de ce travail supplémentaire qu'ils ont fait. Une question sur le pécule, parce que vous avez proposé un petit pécule pour des fonctionnaires qui auraient envie de partir, changer, peut-être d'aller dans le privé. Certains ont vécu ça assez mal, quoi. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas, quelqu'un qui est fonctionnaire depuis 20 ans, puis qui souhaite avoir une autre activité, pourquoi on ne lui permettrait pas de l'avoir? Une seconde vie, un second choix? Au nom de quoi on doit tout figer, tout bloquer, tout statufier? Mais notre société en meurt de tout cela. Il faut augmenter la possibilité de choisir. J'ai dit également aux fonctionnaires de France, bon, je m'étais engagé, c'est un engagement que j'ai pris, on ne peut pas continuer à embaucher. Parce que la France vit au-dessus de ses moyens. On a 1200 milliards de dettes. Les salaires et les retraites, c'est 45% du budget de la France. Si on remplace tout le monde qui part à la retraite, on ne pourra pas réduire les déficits. Et nous avons proposé avec le Premier ministre que la moitié des économies réalisées en gains de productivité, on leur redonnerait en pouvoir d'achat aux fonctionnaires. Moins de fonctionnaires, mieux payés. C'est ça une fonction publique moderne. Si nous ne remplaçons pas pendant 5 ans un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, on reviendra au niveau de la fonction publique de 1992. Monsieur Mitterrand était président de la République. Je ne sache pas, à ma connaissance, qu'en 1992, la France était sous-administrée. Alors, puisqu'on parle des 35 heures que vous ne prisez guère, pourquoi vous ne les supprimez pas carrément? Puisqu'il y a toujours des toilettages, des énièmes versions. Alors, sur les 35 heures, écoutez, d'abord, nous sommes le seul pays au monde à nous être doté de cette législation. Il n'y en a pas un autre. Et on l'a payé de 2 problèmes, plus de chômeurs que les autres, parce qu'un pays qui travaille moins que les autres, c'est un pays qui crée moins de richesses et qui a moins de croissance. Et toute ma stratégie économique, c'est de libérer les forces de travail dans notre pays pour gagner ce point de croissance qui nous manque. Et puis on l'a payé d'un deuxième problème qui est immense en France, c'est qu'on ne parle plus des salaires, on ne parle plus du pouvoir d'achat. Mais on parle du temps libre. Et moi je m'inscris en faux contre ceux qui disent, soi-disant experts, qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Il y a un gigantesque problème de pouvoir d'achat. Comment le résoudre? En permettant aux gens de travailler plus pour gagner plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, à partir du 1er octobre, toutes les heures supplémentaires que feront les salariés français, ils ne paieront pas d'impôts et ne paieront pas de charges dessus. Donc on encourage les entreprises à donner des heures supplémentaires et on encourage les salariés à faire des heures supplémentaires. Imaginez ce qu'on dirait de moi si je proposais aux Français de gagner plus sans travailler plus. Je dirais, il le fabrique cet argent? Comment il fait? Deuxième élément, je veux faciliter la possibilité pour les salariés de choisir entre du temps libre ou du pouvoir d'achat. Il y a des tas de salariés qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et qui veulent pouvoir transformer les jours de congé accumulés parce qu'ils ont fait des heures supplémentaires en pouvoir d'achat, en salaire, en rémunération. On va les autoriser. Et enfin, je voudrais que les heures choisies, ça soit la liberté du salarié. Savez-vous qu'un salarié français n'a pas le droit de faire des heures supplémentaires dans son entreprise s'il n'y a pas eu un accord pour la branche? C'est hallucinant. Il faut laisser un accord d'entreprise, il faut laisser les gens discuter, les syndicats discuter, entreprise par entreprise. Mais pourquoi empêcher? Mais enfin, c'est quand même une idée très curieuse que celle qui consiste à vouloir empêcher absolument les gens de travailler plus pour gagner davantage. Mais comment vous allez aussi pousser les entreprises quand même à augmenter les salaires? Vous aviez lancé un petit appel aux chefs d'entreprise lorsque vous étiez allé au MEDEF en disant il faut négocier et augmenter les salaires. Madame Chabot, moi je suis chef de l'État. Je dois être juste. Et je veux dire aux chefs d'entreprise que je n'accepte pas la situation selon laquelle, une fois par an, les conseils d'administration se réunissent pour débattre de la rémunération, comprenez l'augmentation de la rémunération du chef d'entreprise, et que dans la même entreprise, après avoir augmenté le dirigeant,
On explique pour les salariés qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat et qu'on ne peut pas les augmenter. La loi prévoit des négociations salariales. Donc je dis les choses extrêmement clairement. Dans les entreprises où il n'y aura pas de négociation salariale et où on laissera le salaire minimum en dessous du SMIC, les minima de branche en dessous du SMIC, on posera la question des allègements de charges. Les allègements de charges, on ne les donnera pas lorsqu'il n'y aura pas de discussion salariale dans l'entreprise. Alors, vous nous dites plus de pouvoir d'achat et au fond, il n'est pas pour. Mais en même temps, d'une autre main, vous préparez déjà... qu'il n'est pas pour, je vois le débat, beaucoup de gens qui disent mais c'est la compétitivité des entreprises qui compte, comme si le fait qu'un salarié qui va au travail en disant qu'il est exploité, c'est pas un problème pour la compétitivité de l'entreprise. Ouais. Une entreprise, c'est le dirigeant et c'est le dernier des salariés. C'est une communauté de femmes et d'hommes. Et la question du pouvoir d'achat, elle se pose. Je vais d'ailleurs aller beaucoup plus loin. En réformant complètement cette loi si compliquée qu'on appelle la loi Galland, qui interdit, tenez-vous bien, aux distributeurs, aux grandes surfaces, de redonner aux consommateurs les ristournes qu'ils obtiennent des fournisseurs. Oui, alors personne n'y comprend rien, c'est extrêmement compliqué, mais les grandes surfaces discutent. Quoi, voilà. Les grandes surfaces discutent avec les fournisseurs, obtiennent des ristournes, et ces ristournes, on ne les retrouve pas chez le consommateur, qui voit bien que depuis l'euro, les prix ont augmenté. Je souhaite que les prix baissent. Et donc on va libérer les possibilités de négociation entre fournisseurs et distributeurs de grandes surfaces. Je dis tout de suite d'ailleurs que pour les prix agricoles, je ferai une exception, parce que je considère que les prix en matière agricole et alimentaire ne se fabriquent pas de la même façon que pour les grandes marques que je ne citerai pas parce que je n'ai pas le droit de faire de la publicité. Alors, dans le même temps, vous avez quand même prévu la franchise médicale, ce qui est un problème aussi pour le pouvoir d'achat des gens. Et ça veut dire aussi que ça va les pousser à avoir des assurances privées et peut-être à aller vers une médecine à deux vitesses. Bon, c'est une affaire compliquée, il faut essayer d'en parler simplement. Nous avons un gigantesque défi devant nous, celui de la maladie d'Alzheimer. Près de 900 000 Français qui ont cette maladie, qui est un drame absolu. Nous avons le cancer, qui est la première cause de mortalité, qui brise et qui cause des tragédies dans toutes les familles. Nous avons moitié moins de lits de soins palliatifs, vous savez, pour malheureux malades condamnés, pour les accompagner dignement vers la mort. Il faut de l'argent supplémentaire. Où est-ce que je vais le trouver? De tous les côtés, on me dit plus pour la recherche Alzheimer, plus pour la recherche sur le cancer, plus pour les soins palliatifs. Où est-ce qu'on les trouve? Et la dépendance? Alors, la dépendance, pareil. On vit plus longtemps. Où est-ce qu'on les trouve? À ceux qui me disent que la franchise, c'est pas gentil, peut-être, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Je ne le fabrique pas. Je veux dire la vérité aux Français. Si on veut dépenser davantage pour notre santé, il faut être capable d'avoir la contrepartie et les recettes pour ça. Dans le même temps, j'ai demandé au Premier ministre d'engager une politique déterminée qu'on n'a jamais vue en France, de lutte systématique contre la fraude. C'est un enjeu, la fraude sociale et la fraude fiscale, d'environ 30 milliards par an. C'est un enjeu stratégique. Et je proposerai notamment deux choses. C'est que les fraudeurs aux allocations sociales voient leur possibilité d'avoir ces allocations supprimées pendant une année. Et les entreprises fraudeuses auraient des amendes planchées. Il faut qu'on sorte de cette situation invraisemblable où nous sommes un pays qui a la solidarité généreuse, mais qui n'est pas assez ferme contre la fraude. C'est l'argent du contribuable. Vous nous parlez de la croissance, mais la croissance, ça ne se décrète pas, surtout quand on a un baril à $80, quand on a un euro à $1,40. Bon, même les incantations, même les meilleures intentions ne peuvent pas faire que le point de croissance, on le trouve. Comment vous allez le trouver, ce fameux point de croissance dont on a besoin? 3%, tout le monde dit, bah, c'est vrai qu'il est volontariste, mais là, il exagère un peu quand même. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on propose? De rester les bras croisés? La croissance, il faut aller les chercher. Vous êtes en train de m'expliquer tous les deux que la croissance mondiale, elle est moins grande, qu'il y a eu le problème avec l'immobilier américain, le subprime, etc. Mais donc il faut trouver mieux que nous. Hein. Et pourquoi ils marchent mieux que nous, Monsieur Poivre d'Arvor? Parce qu'ils travaillent davantage que nous. Parce qu'ils ont libéré les possibilités de créer, d'innover, de produire de la richesse. Parce que ça fait des années en France qu'on discute savamment de la redistribution et du partage des richesses. Moi, je veux qu'on parle des conditions de la production de richesses. Alors sur la croissance, 2007, j'y suis quand même pour rien.
2008, on va essayer de la doper. Et 2009, ce sera la mienne. Et elle sera combien? Eh bien écoutez, il faut que nous ayons une croissance entre 2,5 et 3% pour arriver au plein emploi. Je me suis engagé sur ces objectifs, je veux aller chercher cette croissance, et la seule façon d'aller chercher cette croissance, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement de M. Fillon, c'est-à-dire de faire les réformes que les autres ont fait avant nous, pour libérer les énergies du pays et avoir le plein emploi. Donc ça veut dire qu'il faut quand même attendre 2 ans pour avoir les résultats de la politique que vous commencez, que vous initiez aujourd'hui, ce qui n'est pas anormal. Ça va commencer à nous coûter cher, et ça veut dire que pour le déficit, eh ben, on ne sera pas dans les clous espérés 2010, plutôt 2012, ce qui ne va pas faire plaisir à nos amis européens. Permettez-moi de vous dire, Mme Chabot, que ce n'est pas exact. Vous venez de m'interroger sur la franchise, ce sont des recettes. Ouais. Vous m'avez interrogé sur les diminutions d'effectifs dans la fonction publique, ce sont des recettes. Les réformes que nous mettons en cause, ce sont des recettes. Je ne crois pas à la politique d'austérité. Pendant des années, on l'a expérimenté en France. Avec l'austérité, vous avez moins de dépenses et moins de recettes. Je crois à une politique fondée sur l'effort, sur la libération des possibilités de travail pour nos compatriotes. Pourquoi je demande qu'on puisse, si on le veut, travailler le dimanche? Parce que c'est des journées de travail, c'est des possibilités de vendre plus, c'est des possibilités de créer des richesses. Pourquoi je me bats pour libérer les heures supplémentaires? Parce que tous les pays qui ont le plein emploi et une croissance à 3% sont des pays qui travaillent plus que nous. Moi, je ne veux pas que les Français travaillent plus sans être payés davantage. Mais c'est quand même une drôle d'idée, encore une fois, d'avoir condamné la France à tourner le dos au travail. Mais les Français sont lucides. Ils savent parfaitement bien que quand on travaille moins que les autres, on gagne moins que les autres. Je veux libérer les possibilités de travail dans notre pays. On a vu les effets immédiats, du moins en bourse, de la baisse du taux directeur de la Fed, hein, c'est-à-dire donc la Réserve fédérale américaine. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire la même chose à M. Trichet? Baisser votre taux au nom de la BCE sans toucher à votre indépendance. D'abord, je crois à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, et je l'ai même votée. Tout le monde dit ça, mais en même temps, on a envie non, mais je le dis. Oui. Enfin, c'est extraordinaire. M. Trichet ne peut pas dire qu'il est indépendant et qu'il n'accepte pas qu'on discute de sa politique monétaire. Vous critiquez quand même, donc c'est... Je ne critique pas M. Trichet, qui est certainement quelqu'un de très respectable. Je dis simplement, regardez ce qui se passe. La Banque fédérale américaine, devant la situation que nous avons de l'économie, baisse ses taux. La Banque centrale européenne ne les baisse pas. Quand la Banque centrale américaine baisse ses taux, tout repart. Quand nous ne baissons pas les nôtres, on s'enfonce. Il y a quand même un petit problème. J'ajoute que quand l'euro s'apprécie de 10 centimes, Airbus perd 1 milliard. Nous avons un euro qui vaut pratiquement 1,40 pour un dollar. Il faut faire attention aux conditions de la compétitivité. Moi, je me bats pour que les entreprises françaises puissent fonctionner dans la compétition mondiale. Mais alors, nous avons à faire face à un dumping environnemental, un dumping fiscal, un dumping social et maintenant un dumping monétaire. Je ne dis pas que j'ai raison. Je souhaite simplement qu'on puisse discuter de tout ça. Et enfin, je veux qu'on mette des règles dans le capitalisme financier mondial, qu'on arrête de promouvoir les spéculateurs et qu'on promeuve les entrepreneurs. Ce qui s'est passé dans la crise est tout à fait scandaleuse. Les agences de notation n'ont pas fait leur travail, il n'y a pas assez de transparence, et l'économie du monde n'a pas à être pénalisée par le comportement insensé de quelques centaines de spéculateurs. Donc vous nous dites quand même entre les lignes, vous dites en tout cas à M. Trichet, baisser les taux, ça nous arrangerait. Je dis à M. Trichet, pas du tout entre les lignes, regardez ce que font les autres. L'enfer, c'est pas toujours les autres. Et Angela Merkel est d'accord avec vous sur ce sujet et sur d'autres, parce qu'elle n'a pas l'air d'être... Angela Merkel, c'est une personne tout à fait remarquable, un partenaire et une amie. Mais il y a une histoire allemande. Les Allemands se souviennent de l'époque où le mark ne valait rien et où chacun allait avec sa brouette, remplie de billets qui ne valaient rien, échangés à la banque. C'est une histoire qui c'était les années 30, début des années 30. C'était exactement dans le début des années 30. Bon, mais c'est à moi aussi de convaincre, de porter ce débat. Je ne suis pas pour un euro faible. Je dis simplement que nous ne pouvons pas être la seule région du monde qui n'utilise pas sa monnaie au service de la croissance et de l'emploi et qui n'a comme seule préoccupation qu'il n'y ait pas d'inflation, ce qui est très louable, mais je pense que dans la compétition mondiale, le risque d'inflation est beaucoup plus faible que celui d'une croissance atone et celui d'un chômage trop élevé. Mais en Europe, on a l'impression quand même que de temps en temps, allez, on dit, hein, vous agacez un peu vos partenaires. Quoi, voilà. On parle d'arrogance même parfois. Voilà, on va dire, tiens, on retrouve l'arrogance française. C'est une autre version, elle est plus moderne peut-être, exprimée par Nicolas Sarkozy. On a l'impression que vous bousculez un peu Mme Merkel. Quand vous dites qu'elle vient d'Europe de l'Est, enfin de l'Allemagne de l'Est, on dit
pas super sympa peut-être de le dire comme ça, quand vous avez l'air de vous indigner ou de vous inquiéter de ce que disent les ministres des Finances de l'euro, parce qu'ils trouvent que ça n'allait pas assez vite sur les réformes. Donc, Madame Chabot. s'il y a de l'arrogance française ou il y a de l'impatience de Nicolas Sarkozy? Ni l'un ni l'autre. Madame Chabot, la France est pays fondateur de l'Europe et on s'est retrouvé avec un référendum où les Français ont voté à 55% non à l'Europe. Vous croyez que j'ai reçu le mandat de continuer à construire une Europe qui éloigne chaque année un peu plus des millions de Français de l'Europe? Vous pensez que c'est ça? Je devais faire comme avant. Comme avant. C'est-à-dire qu'on a voté non à la constitution de Valéry Giscard d'Estaing à 55% et je dois continuer comme avant. La langue de bois absolue. Ne rien dire, attendre. La France est de retour, pourquoi? J'ai pris mes responsabilités, notamment sur la Constitution et sur le traité simplifié. Le traité simplifié, nous l'avons adopté à 27 partenaires. C'est la France qui a poussé cela, avec d'ailleurs le travail remarquable d'Angela Merkel. Mais je veux me réserver le droit, au nom des Français, de poser des vrais problèmes en Europe. Enfin quand même, l'Europe n'a pas été une passoire. Moi c'est très bien qu'on commerce avec la Chine, mais je veux la fin de la naïveté. Pourquoi ferions-nous venir des produits chinois qui ne respectent aucune des règles de contrainte environnementale que par ailleurs nous imposons à nos entrepreneurs? L'Europe ne doit pas être protectionniste, mais l'Europe est faite pour se protéger. Je me suis battu sur la préférence communautaire parce que je crois que c'est nécessaire pour défendre notamment nos agriculteurs. Pourquoi importer en Europe des produits qui ne respectent aucune des règles de traçabilité que par ailleurs nous imposons à nos éleveurs et à nos agriculteurs? Mais c'est mon devoir de le faire. Et j'ai le sentiment, au contraire, que ce discours, loin d'agacer, comme vous le dites, est très entendu en Europe. Je souhaite une politique de l'énergie, je souhaite une politique de l'immigration, je souhaite une politique de défense commune. Là aussi, on regarde les déficits de la France, mais enfin la France, c'est le pays qui, avec l'Angleterre, paye le plus pour la défense de l'Europe. C'est plus facile de ne pas avoir de déficit quand son budget de la défense est égal à 0, alors que le nôtre, c'est 2% du PIB. Puisque vous citez l'immigration, là, qui est en débat actuellement avec le projet de loi de Brice Hortefeux, est-ce qu'il faudra en venir un jour à des quotas par pays ou par profession? Oui. Je le dis de façon très claire, je souhaite que nous arrivions à établir chaque année, après un débat au Parlement, un quota avec un chiffre plafond d'étrangers que nous accueillerons sur notre territoire. Je souhaite également qu'à l'intérieur de ce chiffre plafond, on réfléchisse à un quota par profession, par catégorie. Enfin, écoutez, c'est extraordinaire. Savez-vous que seuls 7% de l'immigration d'aujourd'hui est une immigration du travail? Comment s'intégrer en France si on n'a pas de travail? Je souhaite porter le chiffre de l'immigration du travail au moins à 1 sur 2. Et puis naturellement un quota par région du monde. Tous les pays développés le font. Tous les pays démocratiques le font. Alors en France, dès qu'on prononce le mot immigration, immédiatement on vous accuse. Mais c'est invraisemblable. La politique d'immigration d'un pays, c'est ce que va devenir ce pays à 30 ans ou à 40 ans. On peut vouloir dire, ben voilà, nous voulons accueillir sur notre territoire des femmes et des hommes qui s'intégreront. Je considère comme tout à fait normal que le fait qu'on connaisse le français avant de venir en France. C'est quand même pas absurde. Et les tests ADN, ça vous choque comme Fadela Amara, par exemple, le test ADN pour les regroupements familiaux? Mais le test ADN, d'abord, il est sur la base du volontariat. Il est destiné pour une famille qui vient d'un pays où l'état civil n'existe pas à pouvoir prouver que les enfants sont bien les siens et donc à pouvoir les regrouper en France. Vous savez que ce test ADN existe dans 11 pays en Europe, dont certains sont socialistes, comme la Grande-Bretagne. Comment se fait-il que ça ne pose aucun problème dans ces pays et que ça fasse débat chez nous? Parce que chez nous, on dit que c'est réservé pour des raisons médicales aux Français, par exemple, ou quand il y a des problèmes avec la justice. Et là, du coup, certains sont choqués. On citait des membres de votre gouvernement qui viennent de gauche et qui disent, y compris dans la majorité d'ailleurs, on trouve ça choquant. Je respecte parfaitement cette opinion. Si vous me posez la question de savoir si ça me choque, la réponse est non. Monsieur le Président, quel est votre principal collaborateur? Est-ce que c'est François Fillon ou Claude Guéant? François Fillon est mon Premier ministre. Je voudrais dire d'ailleurs un mot à propos de François Fillon, parce que vous savez, souvent nous parlons, tous les jours, on parle tous les deux, et on est toujours très interloqués par les commentaires des uns et des autres. François et moi, nous avons fait campagne ensemble. S'il y a une personne qui connaît le projet qui est le mien, c'est François Fillon, puisque nous l'avons écrit ensemble. Nous avons fait campagne ensemble. Et j'avais très précisément et depuis longtemps l'idée dans la tête de nommer François Fillon comme Premier ministre. Il fait d'ailleurs son travail de façon parfaitement remarquable.
Et je trouve toujours fasciné de la capacité d'imagination sur les commentaires sur notre relation. Lui-même s'est montré un peu agacé du mot collaborateur qu'il a pris pour lui. Comme je le vois tous les jours, si agacement il y avait eu, j'aurais constaté certainement, peut-être même avant vous, M. Poivre d'Arvor. Quel est le rôle de ceux qui travaillent avec vous à l'Élysée? Parce que c'est vrai qu'il y a un hebdomadaire cette semaine qui présente à sa une Claude Guéant disant l'homme le plus puissant de France. Alors on se dit, mais alors c'est vice-président, vice-premier ministre, votre premier ministre. Je devrais sans doute en être fâché moi-même. Alors. Dans le papier, ils disent après le président de la République. Donc je vous rassure tout de suite. Je vous rassure, après vous. Mais non, je vais vous expliquer, hein, Chabot. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Et j'ai une équipe de collaborateurs assez exceptionnelle. Et c'est moi qui les pousse à prendre la parole. Parce que je pense qu'un collaborateur, la qualité de ceux que j'ai ici, doivent prendre la parole. Non pas à la place des ministres, a fortiori du Premier ministre, mais pour expliquer pourquoi j'ai pris tel ou tel choix ou assumé telle ou telle décision. Moi, je ne veux pas des gens silencieux. Ça ne me gêne pas que dans mon équipe, un certain nombre de gens prennent la parole. J'ai voulu très peu de ministres. Il y en a 15 autour du Premier ministre. Je trouve qu'ils font un boulot assez remarquable. Mais ils ont de l'espace, parce qu'ils n'ont pas d'espace non plus. Mais bien sûr, ils ont de l'espace, sauf sur une chose. J'attends d'eux des résultats. Ils ont toute liberté, toute latitude pour voir comment ils doivent les obtenir. Mais il faut des résultats. Et est-ce qu'il y a une Parce que le Premier ministre, François Fillon, et moi, nous savons une chose, c'est que les Français, ils attendent de nous quoi? Des résultats. Je me suis engagé sur des résultats. Les gens n'attendent pas de moi que je sois ici pendant 5 ans, que rien ne bouge, que je dorme tranquillement et que je joue le président de la République. Ils attendent des solutions concrètes et des résultats. Il y a une répartition des rôles entre vous deux. Est-ce qu'il y en a un qui joue le bon et l'autre le méchant ou l'abrupte? Je crains que vous ayez déjà réparti les rôles. Alors. Non, mais c'est vrai que parfois il y a des déclarations, puis vous essayez d'adoucir derrière. Non, François et moi, chacun a son tempérament. On travaille main dans la main. Nous sommes parfaitement interchangeables. C'est une équipe. Vous savez, quand je regarde la rentrée scolaire qu'organise Darcos, c'est assez remarquable ce qu'il a fait. La façon dont Mme Pécresse a organisé l'autonomie de l'université, c'est remarquable. Ça fonctionne très bien. Nous avons travaillé encore ce matin avec Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet sur les états généraux de l'environnement. C'est un choc pour l'Europe entière, ce qu'on essaye de faire, avec des décisions très fortes que nous allons annoncer, notamment sur une politique d'achat public, car je souhaite que l'État soit exemplaire en la matière. Non, il y a une équipe gouvernementale. Ça, c'est les bons points de la rentrée. Est-ce qu'il y en a des mauvaises surprises, ou en tout cas des surprises décevantes? Je pense que Bernard Kouchner est un ministre des Affaires étrangères qui fait honneur à la France. Et sa déclaration sur l'Iran vous a gêné? Non. D'abord, ce qu'a fait Bernard Kouchner au Darfour et au Liban, c'est remarquable. Moi, je n'aurais pas employé le mot guerre, il s'en est lui-même expliqué. Sur l'Iran, c'est une affaire extrêmement difficile. L'Iran essaie de se doter de la bombe nucléaire. Je l'ai dit, c'est inacceptable, et je dis aux Français, c'est inacceptable. Comment peut-on les convaincre de renoncer à ce projet, comme la communauté internationale a convaincu la Corée du Nord et la Libye à renoncer à leur projet? Par la discussion, par le dialogue, par les sanctions. Si les sanctions actuelles ne sont pas suffisantes, je souhaite des sanctions plus fortes. C'est ce que vous proposerez aux Européens ou à la communauté internationale, puisque vous serez à New York dans quelques jours? Mais ce n'est pas exclusif d'un dialogue avec les Iraniens. C'est une grande civilisation, la société iranienne. Et elle mérite mieux que ce qu'elle connaît aujourd'hui. Et quand je me bats pour qu'il y ait du nucléaire civil dans un certain nombre de nations arabes, c'est pour bien montrer aux Iraniens que dans mon esprit, ce qui est interdit, c'est le nucléaire militaire, pas le nucléaire civil, qui est l'énergie de demain. C'est une affaire extrêmement difficile, mais la France ne veut pas de la guerre. Et les déclarations de Jean-Pierre Jouyet qui dit que finalement on n'aura peut-être pas besoin d'un référendum pour décider de l'entrée éventuelle ou non de la Turquie dans l'Union européenne, vous les reprenez à votre compte? Non, c'est l'avis de Jean-Pierre Jouyet. J'aurai à faire des propositions le moment venu, dans le cadre des travaux de la commission Balladur. Pour ma part, c'est assez clair. Je ne crois pas que la Turquie ait sa place en Europe. Pour une raison simple, c'est qu'elle est en Asie mineure. Simplement, la Turquie, c'est un très grand pays. Et ce que je souhaite proposer à la Turquie, c'est un véritable partenariat avec l'Europe, qui n'est pas une intégration en Europe.
C'est d'ailleurs la proposition que j'ai faite avec le groupe des sages pour réfléchir à l'avenir de l'Europe et à la question des frontières de l'Europe. On a essayé de parler des ministres un peu, de vous faire parler des ministres. On n'a pas eu tout à fait satisfaction. On n'a pas donné de mauvais points, mais bon, on va y passer. Simplement, certains annoncent déjà un remaniement ministériel au mois de janvier. Alors, est-ce que c'est possible et est-ce que vous souhaitez à cette occasion prolonger encore un peu plus l'ouverture, et notamment à gauche? Il y a encore des personnalités de gauche que vous pouvez, j'allais dire, amener vers vous? D'abord, le remaniement ministériel, ce n'est pas quelque chose qu'on annonce plusieurs mois à l'avance. Et ceux qui en ont parlé imprudemment. Notamment un ministre de la Défense, qui l'a évoqué. En tout cas, il n'est pas en charge. Il y a un mauvais point, là. Non, pas comme ça. Enfin, je vous dis une chose, ça ne s'annonce pas comme ça. Alors, question beaucoup plus sérieuse, c'est l'affaire de l'ouverture. Moi, je n'ai pas essayé de débaucher telle ou telle personnalité. Qu'est-ce que j'essaie de faire, Madame Chabot? Pour faire des grandes réformes, il faut une grande majorité. Pour avoir une grande majorité, il faut rassembler des gens différents. Constituer la meilleure équipe de France possible. Moi, j'ai dit à Fadela Amara, qui fait un travail remarquable, à Bernard Kouchner, à Jean-Pierre Jouyère, à Jean-Marie Bockel, à ces ministres qui ont fait le choix de s'engager, à Martin Hirsch, qui fait un travail extraordinaire, ancien président d'Emmaüs. Restez socialiste. Vous appliquez le projet que j'ai défendu au moment de la présidentielle. Il y a 53% des Français qui ont voté pour moi, ce n'est pas que des Français de droite. Donc il y a d'autres socialistes comme Jacques Lang, par exemple, qui pourraient un jour rejoindre votre équipe gouvernementale? Des hommes comme Claude Allègre, des hommes comme Jacques Lang et d'autres sont des hommes de qualité. Je ne vois pas pourquoi je devrais entretenir un climat de guerre civile alors que je suis élu pour 5 ans et que je dois rassembler les Français. Il y a 22 millions de Français qui ont voté pour moi. Mais ceux qui n'ont pas voté pour moi, je suis quand même président de la République. Je dois penser à eux. C'est pas, ça, la démocratie, c'est que celui qui est élu prend en charge la nation dans son ensemble. Et ce gouvernement, avec des Rachida Dati, avec des Ramayad, ce gouvernement qui ressemble à la diversité de la France, ce gouvernement-là doit rassembler. Et donc j'irai plus loin dans l'ouverture chaque fois que ça sera possible. La semaine prochaine, je l'espère, Dominique Strauss-Kahn peut devenir le directeur général du FMI. Alors j'aurais dû renoncer à proposer Dominique Strauss-Kahn parce qu'il est socialiste. Mais quelle vision sectaire! Ce n'est pas la mienne. Pour moi, l'ouverture, ce n'est pas du débauchage, c'est la constitution de grandes majorités pour faire de grandes réformes durant le quinquennat. Ils ont le droit de vous dire qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec vous. Ils vous disent, certains, quand il y a une décision qui est prise, ils vous disent, nous, avec notre sensibilité, puisqu'ils peuvent rester socialistes, nous, on ne sent pas bien ça. Mais la règle qu'on s'est fixée, parce qu'on en discute tous les jours, vous savez, c'est un travail d'animer un gouvernement. Avec François Fillon, on se donne du mal, on essaie d'écouter. D'abord, on débat. Notamment au Conseil des ministres, j'ai voulu des réunions beaucoup plus libres, beaucoup plus ouvertes. Et on a le droit de vous dire, je ne suis pas d'accord avec vous, Je réfléchis d'ailleurs à une idée, un jour, d'ouvrir le Conseil des ministres, pour que les Français puissent voir, pourquoi pas, pour que les Français puissent voir comment ça se passe. Mais comment, Mme Chabot, on a le droit? C'est pas une question de droit, c'est un devoir. C'est un devoir. On débat des choses. Je leur dis, moi, la seule chose sur laquelle je ne peux pas transiger, c'est les engagements que j'ai pris devant les Français. Vous les connaissiez. Ce n'est pas une nouveauté. L'affaire des régimes spéciaux, on ne va pas en discuter. Je ne vais pas demander l'autorisation à tel ou tel des ministres. Non, les Français, ils le savaient, ils ont tranché. Mais pour le reste, qui est une sensibilité différente sur la question de l'immigration, sur la question des tests ADN, ou sur telle ou telle autre question, mais c'est normal, c'est la vie. Et je ne demande pas aux ministres de se transformer. François Fillon et moi, nous les respectons dans leur diversité. Fadela a fait une intervention là, dans le Conseil des ministres à Strasbourg. L'anti-glandouille. Elle était remarquable. Parce que, et c'est ce que j'ai dit à Fadela, reste ce que tu es. Ne joue pas à la ministre, sois ministre. Reste comme tu es. Le parcours que fait Rachida Dati est exceptionnel. Parce qu'elle reste ce qu'elle est. Moi, je ne veux pas des clones. Je veux des femmes et des hommes qui s'engagent, qui prennent leurs responsabilités à bras le corps, qui prennent des risques, qui apportent des solutions aux Français. Et que nous soyons, avec François Fillon, jugés sur les résultats. Vous savez, quand on se voit, François et moi, la question pour nous, c'est pas tel ou tel jugement de tel ou tel journaliste, aussi prestigieux soit-il, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser les Français. À l'arrivée, est-ce qu'on aura menti ou est-ce qu'on aura tenu parole? Et croyez-moi, pour moi, le souci, c'est bien celui-là. Puisqu'on parle de bras-le-corps, Bernard Laporte, quoi qu'il arrive, sera bien secrétaire d'État. Mais attendez, j'ai réfléchi à cette question. J'ai proposé à Bernard Laporte, enfin,
quelle idée s'offraient les Français? Alors voilà, si on gagne un match, on est le plus intelligent. Si on perd, on n'est plus rien. Mais vous aimez J'ai connu, monsieur Pavard, l'échec, moi. J'ai connu souvent l'échec. Et chaque fois, j'ai dû me relever et remonter les barreaux de l'échelle. Et moi, je ne condamne pas les gens parce qu'ils ont un échec, parce que je sais parfaitement que l'échec, ça fait partie de la vie. Donc si j'ai proposé cette responsabilité à Bernard Laporte, parce que j'avais confiance dans sa capacité. Alors, bon, la Namibie, c'est bien passé. Demain soir, vous serez à Francfort. Ah ben bien sûr, naturellement, j'y serai. Comme tout le pays, on sera derrière l'équipe de France, qu'ils se battent de toutes leurs forces, qu'ils fassent éclater leur talent, qu'ils soient heureux sur le terrain. Et puis après, c'est le sport, c'est la vie. On ne gagne pas tous les jours. Et d'ailleurs, moi, c'est les valeurs dont je veux porter. Je veux dire aux Français, j'ai voulu proposer une nouvelle renaissance. Qu'est-ce que c'est que la renaissance? C'est une société où tout devient possible. Alors qu'on en a assez de cette société où tout est contraint, tout est figé, tout est rigidifié. Eh bien, ce qui est possible, c'est de réussir puis d'échouer. Et quand vous avez échoué, on vous donne une deuxième chance. Je ne veux laisser personne sur le bord de la route. Quand je demande qu'on sanctionne un chômeur qui refuserait 2 offres raisonnables d'emploi, c'est pas pour faire le moraliste, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas vivre dans l'assistanat. Et je pense que la générosité des Français qui payent des impôts, elle doit être respectée. Quand je propose la fusion du service public de l'emploi, la NPE UNETIC, c'est parce que je veux qu'il y ait un seul interlocuteur pour le chômeur. C'est pas le statut qui m'intéresse, c'est la personne. Parce que chacun mérite d'avoir un emploi. Alors, il y a une affaire qui continue, c'est l'affaire Clearstream. Dominique de Villepin, mis en examen, se présente aujourd'hui un peu comme une victime à son tour. Il dit qu'il y a une chose qu'il trouve absolument pas normale, c'est qu'une partie civile soit aujourd'hui aussi président de la République et avec une possibilité d'intervention sur la justice. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoute, c'est extraordinaire. J'ai été partie civile 2 ans avant de devenir président de la République. Mon nom a été sali. On m'a fait un faux compte, avec des faux firmants, dans une banque dont j'ignorais tout. J'ai eu une commission rogatoire internationale pendant 15 mois sur le dos. Il a fallu que je démontre à la justice de mon pays que je n'avais pas de compte. C'est commode. Je demande à chaque Français de penser à ça. Un beau jour, un juge vient vous dire, monsieur, vous avez un compte dans une banque, et vous devez prouver que vous n'en aviez pas? Vous trouvez que c'est commode? 2 ans après, je deviens président de la République. Et parce que je deviens président de la République, je veux dire, oh, bah, écoutez, excusez-moi, je me suis trompé. Ce compte, c'était peut-être à moi. Non. Vous n'avez pas envie de retirer votre plainte? Mais ce n'est pas une plainte en tant que président de la République. C'est une plainte bien avant que je sois président de la République. Je veux savoir comment mon nom s'est trouvé sur le fichier d'une banque dont j'ignorais tout. C'est quand même quelque chose. Alors moi, je ne sais pas ce que dit M. Villepin, qu'il s'explique devant la justice. Moi, je veux simplement savoir pourquoi, comme 893 autres personnes, je me suis retrouvé titulaire d'un compte dans une banque où j'ai jamais mis les pieds. Ça s'appelle la justice. Le président de la République, il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas en dessous non plus. Il y a tout juste 4 mois, avec Arlette Chabot, nous nous retrouvions en votre compagnie, mais aussi en celle de Ségolène Royal. C'était le fameux débat que nous avions eu à arbitrer. Qu'est-ce que vous avez pensé de son parcours depuis, et plus généralement de la situation du Parti socialiste? Moi, je trouve que c'est une femme courageuse et très estimable. Peut-être avez-vous noté que pendant les mois de campagne, je ne l'ai jamais attaquée. Parce que ce n'est pas ma conception des rapports humains. Et je trouve que parfois les attaques contre elle sont un peu déplacées. Macho, quoi? Machiste? Je ne les qualifierai pas, mais je ne comprends pas quelque chose. Dans la vie politique, la concurrence, c'est normal. Et que celui qui veut être président de la République, ou celle qui veut être président de la République, démontre qu'il est ou qu'elle est la meilleure. Mais pour démontrer qu'on est le meilleur, il faut parler de ses projets, et pas vouloir démolir les autres. Et pareil dans les familles politiques, je trouve ça un peu triste. Cela dit, vous n'êtes pas mécontent d'avoir fait un peu imploser le Parti socialiste, qui a des difficultés pour l'instant. Ou alors vous leur avez rendu service en les débarrassant d'un certain nombre d'éléphants? Moi, vous savez, mon but n'était pas de les faire imploser. Je l'ai d'ailleurs dit à François Bayrou et à tous les Républicains. Moi, j'étais prêt à travailler avec tout le monde. C'était mon devoir. Une fois élu président de la République, vous n'êtes plus l'homme d'un clan. Les principaux problèmes que j'ai eus, c'était avec mes propres amis.
qui pensaient que parce que j'avais été élu et parce que j'étais leur ami, il fallait que je constitue un gouvernement qu'avec mes amis. Ce n'était pas ma conception du chef de l'État. Un président de la République, il n'a pas d'amis. Il peut garder ses sentiments pour lui, mais il ne constitue pas un gouvernement sur le seul critère de l'amitié. Parce que ça, c'est une secte, c'est un clan. Je ne veux pas d'État UMP. Je ne veux pas de nomination de complaisance. Je ne veux pas être prisonnier d'un clan. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, avec François Fillon, on s'entend si bien. C'est qu'on est exactement sur la même ligne. Je prends mes responsabilités. Vous savez, parfois, je lis que j'en fais trop. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? L'hyper-président. Oui, parce que je sais pas ce que ça veut dire. J'étais C'est-à-dire qu'on vous entend partout, on vous voit Ah oui. partout. J'ai été élu pourquoi? Pour faire la sieste? Tout le monde, même d'ailleurs. Ah bon? Pour faire la sieste? Je devrais dire, ah bah attention, j'ai le temps. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que les Français attendent depuis beaucoup trop longtemps. Et que justement, s'ils m'ont fait confiance, les Français m'ont fait le plus beau cadeau qui soit. Faire confiance. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Ils ont voté à 85%. Faire confiance. Donner sa confiance. Ils m'ont fait confiance pourquoi? Pour être un président différent. Pour assumer une rupture. Ben, j'essaye de m'engager. Alors on me dit aussi, ah, vous prenez des risques, monsieur, s'il y a des ennuis. Ben, bien sûr qu'il y a des ennuis. Prendre des risques. Mais si on ne veut pas prendre des risques, on n'est pas président de la République. Vous croyez que je vais aller à la télévision en disant, ah, écoutez, excusez-moi, la réforme des régimes spéciaux, c'est pas moi, c'était mon Premier ministre. Ah oui, mais c'est vous qui le nommez, le Premier ministre. Alors je vais me cacher derrière lui. On fait une équipe, on y va ensemble, et ma conception d'un chef d'équipe, c'est d'être devant, pas d'être derrière. C'est, oui, de prendre plus de risques que les autres, parce qu'il est au sommet de l'échelle, pas d'en prendre moins. Et c'est ma façon de faire. Je comprends que ça étonne, mais enfin écoutez, dans le système des valeurs démocratiques, c'est quand même celui qui est élu qui doit assumer ses responsabilités. Et quand votre épouse Cécilia souhaite ne pas témoigner devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire des infirmières bulgares et du médecin palestinien, devenu bulgare depuis, elle vous a demandé conseil auparavant? C'est pas elle. Elle aurait plutôt souhaité, c'est moi. J'ai considéré que si quelqu'un... Écoutez, elle a fait un travail absolument remarquable. Ces malheureuses infirmières, il a fallu aller les chercher. Ça faisait 8 ans et demi. 8 ans et demi qu'elles souffraient, prisonnières qu'elles étaient. Et Cécilia a fait un travail absolument remarquable en la matière. Mais j'ai estimé qu'avec le travail qu'elle avait fait, si quelqu'un avait à rendre compte, c'était plutôt moi qui l'avais envoyé, plutôt qu'elle. Ou Claude Guéant qui était aussi sur place. Ou Claude Guéant. Vous croyez que je vais me cacher? Vous croyez que je vais la laisser s'exposer? Ce n'est pas ma conception des choses. Je suis responsable, c'est moi qui assume. Et pour tout dire, j'ai trouvé que certaines attaques n'étaient pas à l'honneur de ceux qui attaquaient. Vous trouvez que, d'une manière générale, la presse, par exemple, où certains s'intéressent trop à elle, en font trop sur elle? Je n'ai rien à dire de plus. Je connais la cruauté du monde et de la vie publique, c'est tout. Mais sur la question que m'a posée M. Poivre d'Arfort, s'il y a un responsable, ce n'est pas l'émissaire. C'est celui qui envoie l'émissaire. Donc c'est à moi d'en rendre compte et c'est à moi de m'expliquer. Quant au secrétaire général de l'Élysée qui a fait un travail tout à fait remarquable lui aussi, il sera parfaitement à même de donner toutes les explications. D'ailleurs, si c'était si facile de sortir ces malheureuses infirmières, je me demande bien pourquoi ceux qui étaient aux affaires à ce moment-là ne l'ont pas fait. J'ai une dernière question en ce qui me concerne à vous poser. Aujourd'hui commence la Brace Touch, c'est-à-dire la Bretagne à Paris. Est-ce que vous avez vraiment dit ce qu'on a lu dans le livre de Yasmina Reza sur les Bretons? Yasmina Reza est une romancière de très grand talent, mais c'est une romancière. Elle a fait un roman. Donc elle a inventé. Dont je ne suis pas sûr d'être le premier héros, puisque je pense qu'il y a une place raisonnable dans ce roman. Et voilà, donc naturellement je n'ai pas dit ce qui m'est prêté. Il dit toujours que vous n'avez pas lu ce livre. Oui, je ne veux surtout pas faire de peine à Yasmina Reza, qui est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup de considération pour son talent littéraire, mais je ne lis jamais les livres qui sont faits sur moi, parce que je n'arrive pas à prendre la distance. Alors, on va terminer. Une dernière question. On parlait tout à l'heure de l'hyper-président. Beaucoup se disent deux choses. Les Français disent, il va vraiment tenir le coup comme ça pendant 5 ans, comment il va faire? Et puis deuxièmement, à votre avis, on a évoqué beaucoup de mesures avec un calendrier précis. À votre avis, dans combien de temps vraiment les gens pourront se dire, les Français pourront se dire, tiens, on commence à sentir les effets de la présidence de Nicolas Sarkozy? Et pour vous aussi, vous fixez quel délai?
Donc vous tenez le coup et dans quel délai on dira ça a vraiment bougé? Bah, je tiens le coup. C'est pas moi, il faut demander au bon Dieu. Je tiens le coup. Moi, j'essaie d'avoir la vie la plus réglée, la plus tranquille, au fond la plus banale. Je travaille beaucoup, mais je m'impose un certain nombre de règles. La passion me porte aussi. C'est un honneur immense. J'ai été élu à ma première candidature. 52 ans. J'ai pas le droit de dire que je suis fatigué. C'est quelque chose qui n'existe pas pour un chef de l'État digne de ce nom. Je dois porter, incarner ce pays. Alors à partir de quand ils verront les Français que ça a changé? Mais moi j'ai l'impression qu'ils pensent que ça a changé. Regardez les peines planchées. On me disait que c'était impossible. Il y a 62 juridictions qui ont prononcé des peines. L'autre jour au tribunal de Nice, un multirécidiviste, 18 fois qu'il attaquait des automobilistes pour voler à l'arraché. 18 fois relâché. Eh bien, depuis les peines planchées, ils ont pris 3 ans de prison ferme. Voilà un résultat. Ça a changé. Alors, le traité simplifié, l'autonomie des universités, Gaz de France, Suez Énergie, la suppression de l'impôt sur les successions, les heures supplémentaires qui sont détaxées, la possibilité de déduire 3 000 € la première année d'intérêt d'emprunt. Ça a déjà changé. Mais je souhaite que ça change encore beaucoup plus. Et c'est 2008, quoi, enfin, à votre avis, Non, fin Madame 2008, Chabot, on saura? J'ai commencé à travailler à la première minute. Je travaillerai jusqu'à la dernière minute. Et puis après, chacun dira ce qu'il en pense. La dernière minute, ce sera après le deuxième mandat. Non, c'est pas du tout ça. Je prends aucun engagement. J'ai un mandat à faire. Je le ferai le mieux possible. Et je vous garantis que dans mon esprit, c'est vraiment ce qui me motive. Je ne me mets absolument pas dans l'idée ou dans la perspective d'une quelconque réélection. Je veux faire, je veux agir. Et je sais parfaitement que l'énergie que l'on met à durer, on ne la met plus à faire. Et croyez bien que ces 5 années que j'ai devant moi, elles sont bien lourdes et bien difficiles. Je donnerai tout pour être à la hauteur de la confiance que les gens m'ont faite. Et vous savez, moi je suis comme ça, je m'engage totalement. Je ne suis pas un tricheur. Je m'engage totalement. Et les Français le sentent parfaitement. Alors il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de doute, il y aura des moments complexes. On est dans un moment important dans l'histoire de notre pays. On engage un mouvement de réforme sans doute comme jamais depuis la libération. Mais j'ai été élu pour ça, je suis serein, je veux le faire. Puis après chacun jugera est-ce que ça a été utile, bien ou pas. Et les Français décideront au moment où ils choisiront le prochain président de la République. Merci Monsieur le Président de nous avoir reçus et puis bien sûr bonne soirée à tous ceux qui ont suivi cet entretien. À bientôt, bonsoir, merci.